Haïti est géré par une organisation criminelle, on peut le dire. On a ce qu'on appelle les gangs, moi je dis les gangs à cravate, on a ce qu'on appelle des gangs à sapate. On est dans une situation lamentable, déplorable, où des fois on se dit qu'il n'y a pas d'avenir. Mais on ne peut pas dire qu'un pays n'a pas d'avenir quand on est un peuple haïtien. Si nous avons pu vaincre le colon, nous pouvons vaincre ces messieurs-là qui sont en train de nous gérer avec leurs Kalachnikov et autres. Aujourd'hui, Haïti Inter a le plaisir et l'honneur de recevoir sur le plateau de 4 points cardinaux Madame Monique Kleska. Écrivaine, journaliste, elle est considérée comme l'une des voix qui portent aujourd'hui en Haïti. De ces voix que l'on écoute, parce que dans les moments où les apparences se troublent, on a besoin de quelques repères. Et à l'occasion de cet entretien, nous voulons, dans une sorte de radioscopie, demander à Madame Kleska comment elle considère l'avenir de ce pays qui est le nôtre. Et enfin, nous aimerions, dans le cadre d'une rétrospective plus large, demander à Madame Kleska ce qu'elle a pu tirer de l'expérience de ces 2 années de mise en place d'une transition politique et institutionnelle en Haïti, et lui demander comment elle considère l'avenir. D'abord, Madame Kleska, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui à 4 points cardinaux. Merci, merci beaucoup. C'est vraiment un honneur et aussi un plaisir d'être ici et à 4 points cardinaux. Merci beaucoup. Alors, ma première question, c'est comment devient-on Monique Kleska? Bon, je rigole, on devient Monique Kleska en ayant Odette Chiquel comme mère, une personne qui a été très, très, très forte et qui a beaucoup lutté et dans sa vie personnelle. Et je pense que je porte l'empreinte de cette femme et qui m'a dit une fois, je me rappelle, je lui avais demandé, mais où sont les hommes de la famille? Il dit même, m'a jamais connaît non m'entende yo, mais moi-même ça me connaît, c'est que c'est femmes qui goumène dans la famille. Et je pense que je suis de cette lignée. Et aussi mon père, et Max Kleska, et tout le tralala, études, rencontres. Et je pense qu'il y a eu un moment quand même fondateur. Et c'est le fait que j'étais à Howard University, qui était et qui reste encore une sorte de bastion de la lutte pour les droits civils des Noirs américains. Et bastion de l'élite intellectuelle noire aussi. Oui, aussi. C'est important de le rappeler. Et oui, je pense que c'est important de le dire. C'est ce qu'on appelle les écoles, les universités noires des États-Unis. Et il y a tout un groupe, 12 ou 15, qui ont maintenu la ligne quand même. Et à ce moment-là, c'était un moment important, révolution sexuelle, révolution contre la guerre du Vietnam, révolution aussi des Noirs, tout l'aspect de Black Power. Et je pense que tout ceci m'a façonné. Donc, voilà qui je suis, et puis donc, les voyages. En d'autres termes, vous avez participé à l'aventure de la lutte en faveur des droits sociaux des Noirs américains à la fin des années 60, début des années 70. Oui, et ce qui démontre mon âge et mes cheveux blancs aussi, mais oui, j'ai participé dans cette lutte, et aussi la lutte des femmes, puisque c'était le moment aussi où tout cet aspect de libération de la femme était à l'agenda. Donc j'étais à la croisée de tout ceci, lutte contre la guerre, lutte pour les droits civils des Noirs, et lutte aussi pour la libération, l'émancipation des femmes. Donc, je suis dans ce carrefour, et qui est un carrefour quand même assez intéressant, et ce qui m'a façonné. Donc, vous êtes en quelque sorte
un diamant à plusieurs facettes? Bon, je ne dirais pas non. Je ne dirais pas non. Puisque l'humilité n'a pas sa place dans ce genre de choses. Non. Et puis parce que surtout, vous avez eu à remplir des missions élevées, à des charges internationales prestigieuses et importantes, notamment dans le cadre de la FNUAP, qui est le FNUAP, qui est le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Pour la population, pour la population. Oui. Bon, d'abord, j'ai travaillé à l'UNICEF en Haïti. Et je pense que ça, c'était quand même une expérience intéressante puisque, d'une part, ça m'a permis, en retournant en Haïti après des années aux États-Unis, ça m'a permis de connaître le pays parce que j'ai été partout à travers le pays. Je pense que j'ai pas été à l'île à Vache et l'île de La Gonave, mais j'ai été partout à travers le pays et ça m'a permis de mieux comprendre le pays profond, d'une part, et deuxièmement, ça m'a permis aussi de comprendre un petit peu... Est-ce que vous êtes allé à Bombardopolis? Ah oui, parce que l'UNICEF avait, avec le gouvernement haïtien, un projet justement pour le développement du Nord-Ouest. Donc, Bombardopolis, Baie de Haine, Corridon, Jean Rabel. Je vous pose la question parce que souvent, en Haïti, on prétend connaître le pays, alors qu'il y a des espaces qui n'ont jamais vu passer un étranger, mais au sens de personnes venant d'une autre province du pays. Donc, je vous félicite pour cela. Et bon, c'est quand même cette zone, et je pense que ça m'a permis de mieux comprendre aussi la misère de cette zone, puisque c'est une zone assez difficile. Je me rappelle une fois à Jean Rabel, j'ai rencontré une femme qui m'a dit que ça faisait 2 ou 3 jours qu'elle n'avait pas fait à manger, chaudière pas monté du feu depuis 3 jours, madame. Donc ça veut dire pour elle, ça veut dire pour ses enfants. Donc, et ça montre justement l'expérience que dans son petit monde, on pense que tout va bien, on mange 3 fois par jour, 2 fois par jour, ou des fois 1 fois par jour. Mais là, ça faisait 3 jours qu'elle n'avait pas mangé. Et des fois même au Mall Saint-Nicolas, je me rappelle, c'est difficile puisque quand on arrivait au Gonaïve, il fallait avoir des petites pièces, 5 gouttes, 10 gouttes, parce que justement, arriver là-bas, et on pouvait ne pas avoir de la monnaie pour 50 gouttes ou pour 100 gouttes, parce qu'il n'y avait pas de circulation d'argent. C'est une petite économie. Oui, donc cette zone et le nord-ouest du pays, c'est une zone qui a de sérieux problèmes de sous-développement, beaucoup plus que tout le reste du pays. Et donc, ça m'a permis de faire ça. Et par la suite, j'ai voyagé, j'ai eu une carrière internationale que j'ai eu à terminer au Niger comme chef du bureau donc du FNUAP, le Fonds des Nations Unies pour la population, au Niger. Et là aussi, j'ai fait tout le tour du pays. Parce que on peut se dire qu'on reste dans son bureau climatisé et puis on a les rapports qui arrivent, on rencontre des gens. Mais pour connaître un pays, il faut aller à la rencontre de sa population. Et moi, c'est ce que j'ai fait au Niger. J'étais sur le terrain de manière régulière, rencontrant les chefs traditionnels, les populations, les groupes de jeunes et tout ça. Et c'était important. Et je peux dire que j'ai fait une expérience quand même assez intéressante et porteuse quand même au niveau des résultats au Niger. Au moment de préparer cette émission, j'ai lu, bien entendu, quelques éléments d'information sur vous. Il y a notamment un article très élogieux dans l'Humanité et qui montre comment vous avez su retourner, en quelque sorte, la vision et la perspective d'un chef traditionnel au Niger sur la place des femmes et des enfants. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, puisque, bon... Et je pense que venant d'Haïti, cette notion de chef, c'est assez différent, puisque effectivement,
au Niger, le chef traditionnel est un chef traditionnel et c'est un véritable chef. Et je me rappelle, il y avait un collègue qui m'avait dit, quand le chef se réveille, il sait déjà qui a accouché la nuit et qui a visité, qui a fait ça. Parce que les chefs vraiment sont très 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 bien connus et ont une renommée absolument extraordinaire, un réel pouvoir. Et ce qui s'est passé, c'était quoi? C'était que effectivement, la question du mariage des enfants est une question très 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 importante pour le Niger. Et attention, entre parenthèses, il y a, même si on ne parle pas de mariage des enfants en Haïti, mais Haïti aussi a de sérieux problèmes avec la sexualité précoce et les grossesses précoces des jeunes filles avant l'âge de 18 ans, qui est un réel problème de santé publique. Mais retournant au Niger, ce qui se passait, c'était que avec le mariage des enfants, une jeune fille, c'est, bon, avant ses règles, on se dit, on va la marier. D'une certaine manière, la famille, c'est pour la protéger, pour qu'elle ne évite d'avoir des relations sexuelles et prématurées, et puis après, bon, problème. Donc, il fallait donc parler aux chefs, puisque c'est eux qui peuvent pousser la population à changer leur comportement, à changer leurs habitudes. Donc, on ne peut pas aller parler au chef et dire les droits des enfants, les ceci, les cela. Non, non, non. Mais là, j'ai été avec des données. J'ai été avec des données pour montrer au chef que la première chose, c'est que quand l'enfant se marie très jeune, elle a beaucoup plus de risques de mourir jeune ou bien d'avoir des maladies, surtout ce qu'on appelle la fistule obstétricale. Et avec des données, on a une chefferie traditionnelle au Niger qui est une chefferie plus ou moins moderne. Ça veut dire il y a des dentistes, il y a des pharmaciens, il y a des anciens députés et autres qui sont des chefs traditionnels. C'est pas la notion de chef et à l'ancienne. Donc, aller avec des données et les chefs ont pu comprendre que plus l'enfant se mariait tôt, plus il y avait des risques pour qu'elle meure. Et à ce moment-là, ça a permis aux chefs de se dire on peut changer la donne, on peut changer les choses. Et les données, après, ont montré qu'ils ont eu un impact et continuent d'avoir un impact sur ce domaine pour baisser justement le taux de mariage des enfants et de l'autre côté, augmenter le taux des enfants qui vont à l'école primaire et l'école secondaire, qui continuent. Alors, c'est vraiment passionnant et je vous félicite pour ce travail vraiment de pionnière dans notre continent mère. Qu'en est-il maintenant des droits des femmes, justement, en Haïti? Est-ce que vous pouvez faire un bilan aussi élogieux et dire que vous avez vu un impact personnel sur la politique en faveur des droits des femmes et comparé à l'Afrique, justement, qui est pour nous un horizon toujours admirable, est-ce qu'on peut considérer que la situation en Haïti est comparable à celle de l'Afrique? Bon, je pense que c'est différent. D'abord, quand on parle de l'Afrique, je pense qu'il faut faire attention puisque on parle de 55 pays. Donc, chaque pays a sa particularité et même les régions. On parle du Nord, on parle de l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, Afrique australe, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Donc, chaque a ses particularités. Très judicieux, très judicieux. Oui. Disons, mais maintenant pour Haïti. À comparer avec le Niger, pour un territoire que vous connaissez bien. Ah, difficile de comparer. Bon, au niveau d'Haïti quand même, et je pense que je peux dire que la situation des femmes est bien meilleure que celle des femmes au Niger, si je peux le dire de cette manière. Cependant, la situation des femmes en Haïti n'est pas bonne, tant au niveau économique, au niveau social, au niveau politique. Il y a eu des avancées au niveau des droits. Ça, c'est clair. Et là, moi, je me mets sur les épaules de toutes les pionnières qui sont venues avant moi. Et il y a un mouvement féministe quand même qui est bien ancré
en Haïti. Et là, je dis non seulement à Port-au-Prince, mais dans les provinces. Un mouvement qui a été, je le rappelle, fortement impacté par le tremblement de terre de 2010, où certaines figures importantes. Oui, qui sont mortes, qui ont disparu, et Myriam Merlet, il y a eu et Magali Marcelin de Caille-Femme, et il y a eu Anne-Marie Coriolan aussi. Tout à fait. Donc il y a eu des pertes. Nous leur rendons hommage. Oui, oui, oui. Il y a eu des pertes. Mais il y a eu une relève aussi. Puisque à l'époque, il n'y avait pas Pascal Solage et Gaël Bien-Aimé de Néguès-Marron, il n'y avait pas le mouvement et Marie-Jeanne, il y a maintenant le mouvement d'Antor. Et attention, il y a aussi à travers le pays des organisations de femmes. Et moi, je le dis, j'ai fait une tournée, c'était en 2021, 2022. À travers le pays, il y a des organisations de femmes. Beaucoup d'entre elles ne se disent pas des organisations féministes. Mais attention, moi je dis que sans ces organisations-là, le pays serait effondré déjà, puisque c'est la société civile, ce sont elles qui s'occupent de la santé, de l'éducation et surtout de la problématique des violences basées sur le genre. Justement, est-ce qu'on peut dire que le mouvement MeToo a eu un impact sur la société haïtienne et sur les pratiques vis-à-vis des femmes? Oui et non. Ça n'a pas eu l'impact que ça aurait pu avoir ni que ça aurait dû avoir. Il y a eu quand même quelques cas emblématiques, mais c'est une société très patriarcale et c'est une société où peut-être qu'il n'y a pas autant de femmes qui sont au pouvoir politique et au pouvoir économique pour pouvoir changer les choses, pour impulser un MeToo plus solide. Mais dans le champ médiatique, par exemple, il y a quand même beaucoup de femmes comme vous qui ont une certaine aura et qui pourraient donner le change, non? Oui, oui, tout à fait. Et sur le champ médiatique, nous sommes là, mais la réalité, si je peux juste donner une information, sur le point de vue politique. Le point de vue politique, c'est que la donnée pour Haïti, c'est pratiquement 3% de représentation politique. Bon, on pourrait me dire, bon, il n'y a pas eu de parlement et tout ça, mais c'est le dernier parlement qui existait, 3%. Donc, quel pouvoir politique nous avons? Pratiquement rien du tout. Donc, pour changer les choses, il faut avoir ce pouvoir politique, d'une part. Et deuxièmement, pour avoir ce pouvoir politique, il faut donc avoir un pouvoir économique ou bien arriver à trouver des bailleurs, des donateurs, et je parle des gens qui vont investir dans la carrière d'une femme politique, ça c'est une chose. Et deuxièmement, qu'on sorte du ghetto politique, puisque qu'est-ce qui se passe avec les partis politiques qui sont dominés par les hommes? Et c'est que les partis politiques, très souvent, ils créent un ghetto pour les femmes, organisation femmes de tel parti, au lieu d'intégrer les femmes, justement, dans la structure qui domine, pas domine, le mot n'est pas dominé, la structure qui gère le parti. On crée une sorte de structure parallèle de femmes, on fait manger, social, bagaille, etc., etc. Les femmes inaugurent les chrysanthèmes, en quelque sorte. En quelque sorte. Et ça, quand même, je trouve que c'est lamentable. Nous avons du travail à faire. Il y a des femmes qui peuvent faire le travail et il y a beaucoup d'organisations de femmes à travers le pays, qu'on parle de Pestel, qu'on parle aux abricots, qu'on parle dans les zones du Nord-Est. J'ai rencontré beaucoup d'organisations de femmes aussi. Et dans l'Artibonite, d'ailleurs, il y a une leader qui est morte et cette semaine, elle est morte mardi soir, Gerda Bien-Aimé, qui gère une organisation de près de 10 000 femmes, FEBA, dans le Bas-Artibonite. Donc, il y a des organisations de femmes. Le mouvement de femmes est bien vivant. Cependant, écoutez, le pays est dans un état absolument déplorable, mais moi je dis que ne serait-ce pour les organisations de femmes, il serait dans un état encore plus déplorable.
puisqu'elles tiennent le pays. Je vous remercie beaucoup pour ces éclaircissements. Si nous élargissons maintenant un petit peu le panorama, justement, vous parlez de responsabilité politique, d'engagement des femmes. Vous avez, il me semble, eu un rôle important, un rôle clé dans la mise en place de la structure de transition aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux de la situation politique en Haïti? Est-ce qu'il y a une feuille de route? Et est-ce qu'il y a une perspective de sortie de crise, de sortie de transition? C'est pénible. Cette question est dure. Pourquoi? C'est parce que quand on regarde Haïti aujourd'hui, on peut se dire quel avenir? Parce que ceux qui sont éduqués, et médecins, architectes, économistes et tout ça, sur lesquels on se disait qu'on pourrait compter, mais non, on ne peut pas compter sur eux parce qu'ils ont démontré par leur manière de gérer le pays que s'ils avaient la capacité éventuellement intellectuelle pour avoir leur beau diplôme, mais ils n'avaient pas la capacité de se mettre au-dessus de tout ça pour justement gérer le pays. Et c'est ce que la population demande. Maintenant, je ne peux pas prendre crédit pour dire que j'ai monté telle chose, j'ai fait telle chose. C'est le collectif qui prône. J'ai été en 2021, j'ai fait partie de la commission pour la recherche d'une solution haïtienne à la crise. Nous étions, je pense, environ 13. Et dans cette commission, nous avons interviewé tous les partis politiques, nous avons rencontré beaucoup d'organisations de la société civile pour essayer de comprendre les fondements de la crise, pour essayer de voir aussi et avec eux quelles étaient les solutions à plus court terme et aussi les solutions à plus long terme. Et nous avons vu que la question de la corruption, la question du manque de justice, l'impunité, c'était des thèmes et quand même assez importants. Donc, avec cela, nous avons développé une feuille de route, un accord qu'on connaît beaucoup plus sur le nom de accord de Montana. Donc, on a mis en place le bureau de suivi de l'accord de Montana. Mais, on a réalisé aussi une chose, c'est que pour aller de l'avant, il fallait qu'il y ait d'autres secteurs, d'autres entités politiques qui puissent participer. Puisque même si nous étions quand même, on représentait pratiquement 1000 signataires, on représentait la société civile, des secteurs politiques, mais il y avait d'autres qui étaient là. Donc c'est à partir de cela, après l'expérience d'Ariel Henry, qui était une sorte de monsieur tout-puissant, et des fois des gens riaient même et disaient le roi Henri et tout, quand finalement il est parti après avoir amené le pays vers, moi je disais que Jovenel Moïse avait 13 massacres et auxquels, bon je ne veux pas dire qu'il avait participé, mais ces massacres ont eu lieu sous son règne, mais Ariel Henry, c'était quasiment une vingtaine de massacres. Et donc, l'idée est venue après d'avoir une sorte de consensus avec différents partis politiques. Et c'est ainsi que l'accord du 3 avril, qui a été l'initiative vient d'une certaine manière de la CARICOM, et l'initiative donc CARICOM qui dit mettons différents secteurs ensemble, et nous autres de l'accord de Montana, nous nous sommes dit bon, ça c'est l'étranger qui est en train de dire mettons-nous ensemble. Oui, il est important de nous mettre ensemble, mais à partir de quoi? Donc on s'est assis, on a décidé voilà ce qu'on pouvait faire ensemble, et ce sont les racines de l'accord du 3 avril. Mais tout le monde a signé l'accord, mais ils ne l'ont pas publié. Et personne ne l'a respecté. Et immédiatement après, il y a eu le scandale de la Banque nationale de crédit avec ce qu'on appelle les 3 braqueurs qui sont au pouvoir et qui sont restés au pouvoir. Et après, il y a eu, continue à avoir le scandale de l'argent, de l'intelligence qu'ils perçoivent en espèces.
Donc, ils perçoivent pratiquement 40 000 euros, 43 000 dollars américains chaque mois en espèces. Et pour faire quoi? Chacun? Absolument rien. Chacun d'eux, multiplié par 9. Donc, on est dans une... C'est la continuation du régime PHTK qui est là depuis 2011. Nous sommes... Haïti est géré par une organisation criminelle, on peut le dire. On a ce qu'on appelle les gangs, moi je dis les gangs à cravate, on a ce qu'on appelle des gangs à sapates. Ils ont tous des sapates qu'ils portent avec des chaussettes à la mode et d'aujourd'hui. Donc on est dans une situation lamentable, déplorable, où des fois on se dit qu'il n'y a pas d'avenir. Mais on ne peut pas dire qu'un pays n'a pas d'avenir quand on est un peuple haïtien. Alors, puisque quel avenir voyez-vous? Vous qui êtes dans une position de vigie, vous êtes en position également d'être c'est beaucoup dire par des millions de followers à travers les réseaux sociaux. Si vous aviez un message d'optimisme à diffuser aujourd'hui sur Haïti, quel serait ce message? C'est une question difficile. Moi, ça me fend le cœur. Chaque jour, je suis dans un état pratiquement dépressif. Mais je me dis que si nous avons pu vaincre le colon, nous pouvons vaincre ces messieurs-là qui sont en train de nous gérer avec leurs Kalachnikov et autres. Moi, je me dis que nous devons trouver un chemin de résistance pour aller de l'avant. Nous ne pouvons pas, c'est une lutte, et c'est une lutte pour notre vie, hein. C'est chaque jour. Ça veut dire que on est dans une lutte pour survivre, on est dans une lutte pour vivre, on est dans une lutte personnelle et on est dans une lutte collective. Donc, nous devons nous mettre ensemble, nous devons nous dire que il s'agit de nous. Et c'est l'une des choses que moi, je pense que j'ai gardé cette ligne pour toujours dire, ce n'est pas l'étranger qui va venir nous dire ABC, qui va venir nous sauver. L'étranger a ses propres problèmes. C'est à nous de le faire. C'est nous, et je pense que je continue à croire qu'il y a des hommes et des femmes intègres en Haïti qui ont à cœur la population et qui ont à cœur notre bien-être et qui peuvent justement rassembler, qui peuvent nous aider à résister pour que nous puissions aller de l'avant. Je me rappelle un jeune homme qui m'avait dit une fois, c'est le pifenois qu'au caoué lumière en fond tunnel. Et moi, je suis obligé de le croire. On ne peut pas me dire que Haïti ne va pas non seulement survivre, mais vivre et passer à une étape qui sera une étape de développement. On a pratiquement 70% de la population, 2/3 de la population qui a moins de 24 ans. C'est un pays jeune. Donc, il faut absolument que tout le monde se mette ensemble et se dise, il faut chasser absolument ces énergumènes, ces voleurs, ces corrompus, ces criminels du pouvoir et trouver une manière de façonner une gouvernance qui peut être une gouvernance au service de la population. C'est un véritable manifeste que vous venez d'assumer ici, et j'ai envie de saisir la balle au bond et de vous dire que vous demandez, si vous aviez la possibilité demain, par une sorte de baguette magique, de pouvoir décider du destin de ce pays, quelles sont les 3 mesures? Je vous donne 3 minutes pour conclure. Quelles sont les 3 mesures clés que vous prendriez qui permettraient justement de sortir ce pays de l'impasse que vous venez de décrire? 3 minutes. La première, je pense, c'est certainement la question de la sécurité. Et c'est primordial
on ne peut rien faire si nous n'arrivons pas à rétablir la sécurité. Et rétablir la sécurité veut dire des investissements massifs, primordiaux dans la sécurité, que ce soit l'intelligence, que ce soit former des jeunes, justement, au niveau de la police, de l'armée et autres. Ça, c'est le point central, la première chose. La deuxième chose, nous sommes dans une crise humanitaire, je pense, pire que celle qu'on avait eue après le tremblement de terre. On est en train de parler de plus d'1 million de déplacés. Il y a des gens qui se sont déplacés 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc, ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y a également la faim. On n'en parle pas assez. Les Haïtiens ont faim. Ils ont besoin de manger. Il n'y a pas suffisamment de nourriture pour que les gens puissent arriver à manger à leur faim. Certainement dans les grandes villes et en particulier à Port-au-Prince. La question de la santé des gens, c'est quelque chose qui est important. Donc, on a une crise humanitaire profonde. Il faut absolument qu'on s'y mette rapidement et qu'on trouve les moyens de résoudre cette crise. Troisièmement, il faut se dire que nous allons investir dans ce qu'on appelle en général la justice sociale. Avec une population qui est à 2/3 jeunes, il faut investir dans la santé, il faut investir dans l'éducation, il faut investir dans la formation professionnelle des jeunes. Et il faut effectivement investir aussi dans l'infrastructure. Mais les 3 premiers sont prioritaires. Donc, dans quel que soit l'État où le pays se trouve, il va falloir qu'on trouve des moyens et qu'on négocie également avec différents donateurs et autres pour qu'on puisse avoir une sorte de plan, qu'on l'appelle plan Marshall, quel que soit ce qu'on l'appelle, pour que les questions liées à la justice sociale puissent être la priorité des priorités une fois que les questions de sécurité et la question de crise humanitaire seront résolues. Mais qui ça qui est Haïti pas périr? Il y a du monde, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des patriotes qui sont déterminés à maintenir allumée la flamme de la liberté, la flamme de l'espoir. Merci encore à Madame Monique Kleska d'être venue à 4 points cardinaux Haïti Inter nous faire part de son sentiment d'espoir pour Haïti. Merci. Merci aussi.